Arthur Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 3 commissaires de l'exposition Nino Ferrer, Il était une fois l'homme, visible jusqu'au 16 février 2014 à la médiathèque. Vous êtes également le fils cadet de Nino Ferrer. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette exposition ? On va montrer une autre tranche de vie de l'homme. Pas seulement l'artiste faiseur de disques et de tubes aussi. C'est un peu l'étiquette qu'on a donnée à Nino. Et vraiment de montrer toutes les parties, tout ce qui a construit justement ce personnage multifacette et complet. Personnage dont on va parler pendant une vingtaine de minutes, mais revenons un peu sur le morceau qu'on vient d'écouter, donc une reprise d'un vieux morceau de James Brown. Et c'est vrai qu'on a choisi d'attaquer cette interview avec ce morceau-là parce que on a vite oublié que Nino Ferrer, avant d'être le chanteur un peu rigolo, comme il était étiqueté dans les années 60, était d'abord un amoureux de musique noire et de jazz. Ah ouais, de soul, musique soul noire à fond. Il était fou de Ray Charles, Otis Redding, James Brown, et il faisait plein de reprises. Il adaptait des morceaux de cette catégorie en français. Et c'était donc le premier blanc à chanter comme un noir. Manu Dibango disait d'ailleurs que c'était sans doute le seul à pouvoir chanter comme un noir. Exactement. Ouais. Au fil de cette exposition qui comporte beaucoup d'objets, de tenues de scène, d'affiches, de pochettes originales de disques, de photos, de tableaux, de gravures, se dessine un peu le personnage, donc votre père, quelqu'un de multifacette qui a autant œuvré dans la musique que dans les arts graphiques, en étant très attaché un peu à la façon dont étaient faits ces pochettes de disques. Ah oui, il était très attaché au graphisme et à l'image. Tout devait ressembler à un tableau. Enfin, toutes ces pochettes de disques ressemblaient à un tableau. C'est pour ça qu'il s'est mis à utiliser des dessins d'artistes, puis de peintres, et puis qu'il s'est mis lui-même à utiliser certaines de ses peintures pour ses dernières pochettes d'albums. Il faisait de tout, il touchait à tout. Il s'est lancé un peu dans tous les domaines artistiques, que ce soit de la maquette, de modélisme, de la peinture, de la gravure. Avec quand même certains aspects qui sont très, très méconnus. La peinture, c'est quelque chose qu'il a peu exposé, qui n'était pas très connu. Il a peu exposé parce qu'effectivement, c'est arrivé surtout à la fin de sa vie, et il a commencé, c'est les 10 dernières années, il a fait quelques expos quand même importantes. Et ça faisait, voilà, c'est sûr que c'était difficile de tout d'un coup revendiquer je suis un peintre et je veux vivre de ça. Non, il avait envie effectivement de le montrer, mais ça faisait partie de sa vie. Ouais. La musique, c'est arrivé comment dans sa vie ? C'est arrivé très, très tôt, très jeune. Ado, déjà, il avait une guitare et toujours cette volonté de d'écrire et de composer, de faire de la chanson. Et donc, ça fait toujours partie de sa vie. Et après, c'est le jazz qui est arrivé. Il était contrebassiste d'abord. Donc, il a fait pas mal de jazz en tant que musicien. Mais comme il avait cette veine créatrice, on va dire, de compositeur de chansons, ça lui a toujours tenu à cœur de tenter de réussir dans ce domaine-là. Et il a réussi à 32 ans ou 33 ans, je crois. Mais justement, c'était les dernières années où il tentait sa chance, sinon il serait passé à autre chose. C'est vrai qu'au niveau du jazz, il a été sideman, accompagnateur d'un certain nombre de musiciens américains qui passaient à Paris. Il était accompagnateur de Bill Coleman, qui était un trompettiste assez renommé quand même à l'époque. Et Nancy Holloway aussi, une chanteuse de jazz américaine. Qui vit encore d'ailleurs, Nancy Holloway. Et après plein d'autres, et puis ses premiers groupes étaient aussi d'influence très avec très Richard jazz. Bennett et voilà, et puis même il a même après son succès, il a continué à faire son petit trio jazz avec Bernard Estardi et Richard Hertel qui est d'ailleurs pas loin de Toulouse. Voilà, qu'on voyait régulièrement jouer au Mandala jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Il est là encore, il est bien. Et oui, ça a toujours fait partie de lui, ce jazz. Après, il a évolué parce qu'il s'est mis à découvrir aussi le rock blanc, et du coup il a touché à plein d'univers complètement différents, et ce qui lui a donné du coup une importance dans la richesse de ses disques, parce qu'il allait fouiner un peu dans tous les domaines, il restait pas enfermé dans un mouvement musical. N'empêche que le showbiz et la diffusion l'a cantonné dans un rôle un peu limité. C'était le rigolo, le faiseur de tubes, humoristique, rigolo, Mirza, le téléphone, des choses comme ça. Ouais, mais après il a réussi à en sortir, il le vivait, effectivement ça enferme un peu dans quelque chose de je pense qui est effectivement difficile à vivre, et qu'il a un peu fui. Il est parti de la France, il est allé en Italie, mais c'était un peu la même chose en Italie, c'est même pire. Et il est revenu et il a réussi à en sortir, parce qu'il a mine de rien fait des disques qui n'ont pas effectivement marché, parce qu'il s'est sorti un peu du système et tout, mais il a quand même sorti des tubes qui étaient plus des tubes rigolos et à la maison près de la Fontaine et le Sud. Voilà, il a fait d'autres choses, mais après c'est très difficile
d'arriver à vendre et de revendiquer ses albums. Et effectivement, il en a souffert un peu. Mais il a réussi à les faire, à les produire, à devenir autoproducteur, à faire ce qu'il a eu envie de faire, à aller chercher, fouiner dans les directions qu'il a souhaitées. On peut revenir 2 minutes sur La Maison près de la Fontaine. C'est sans doute la première chanson qui traite d'écologie. Ouais, en 71, qui d'abord a été parlé de Jésus-Christ sur sa colline en Italie. Mais il a réadapté le texte en français avec un texte écologique sur La Maison près de la Fontaine. Et c'était même bien avant la campagne de 74 qui a vu le premier candidat à la présidentielle, René Dumont, justement parler d'écologie. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a peu de gens qui ont compris cette chanson. Ouais, ça je peux pas vous dire, moi j'étais pas né. Mais moi si. Ouais. Mais en tout cas, ouais, elle est belle et c'est vrai que les enfants l'adorent et que du coup, je trouve que ça met directement un sens écologique intéressant. Ouais. Non, vous disiez que Nino Ferrer, à partir des années 70, avait fait plusieurs allers-retours entre la France, l'Italie, et puis vers 75-76, il y a une sacrée rupture qui l'amène à venir s'installer dans le Lot. Qu'est-ce qui, à un moment donné, justifie ce départ ? Différentes choses. Le fait déjà, lui, de ne plus satisfaire, on va dire, les majors et tout ça en leur donnant ce qu'ils attendent, et en plus à faire partie des premiers artistes de son envergure à s'autoproduire et être propriétaire de ses éditions aussi. Ce qui fait que ça intéresse beaucoup moins toute la machinerie de suivre derrière et de faire de la promotion et de porter un artiste. Donc ça, plus un peu le ras-le-bol effectivement peut-être de la ville et de tout ça, d'avoir envie de changer d'air et de partir à la campagne. Voilà. C'est un peu tout ça qui se cumule à la fois et le hasard après Pourquoi le Lot ? Alors, pour plein de choses, parce que le dernier album, avant La Taillade, il a enregistré un album, il a loué un château à Blana dans le nord du Lot, juste avant la frontière de la Corrèze. Au bout de 2 mois et demi, ils avaient pris 3 mois de studio, ils avaient installé le studio pendant 3 mois dans le château et c'était fini au bout de 2 mois et demi, il restait 15 jours, ils ont flashé sur la région. Donc ils sont mis à visiter des maisons, jusque pour tomber sur le sud du Lot, sur notre maison, La Taillade. Et après, une autre chose aussi, c'est que le Lot, suite à tous les concerts qu'il avait fait partout dans la France, il avait un souvenir du Lot comme quoi c'était une des régions les plus accueillantes et les plus chaleureuses. Mmh. Qui s'est démenti ou pas ? Ah bah c'est la réalité, c'est magnifique le Lot. Moi j'y vis depuis que j'y suis né. Oui, donc vous êtes né, vous à Cahors à la fin des années 70 ? Ouais, 79 à Cahors, et effectivement je confirme, c'est un pays doux et harmonieux. Bon, il y a eu quand même des épisodes un peu rugueux, notamment le Nino Ferrer luttant contre l'armée française qui avait un terrain pas très loin de la maison. Ah ouais, ils sont venus faire leur guéguerre juste à côté de la maison apparemment pour énerver un peu, c'était une provocation puisqu'ils étaient déjà passés, le capitaine de cette petite compagnie avait vu Nino et Nino leur a dit que c'était une propriété privée, qu'il ne désirait pas qu'il fasse quoi que ce soit ici. Ah oui, merci, au revoir, et puis dans les 20 minutes, une demi-heure qui ont suivi, il s'est mis à avoir des bruits, des explosions et tout. Nino a été voir avec sa range et il s'est carrément pris des pierres et des grenades dans la voiture par où ils éclataient, 15 points de suture sur la tête. Ça fait que Nino est parti chercher son fusil, a menacé le capitaine jusqu'à ce que la gendarmerie arrive. Suite à ça, il a attaqué l'armée française et il a gagné le franc symbolique. Voilà. Comment était Nino Ferrer au quotidien ? Il était un personnage normal, comme un père pour moi en tant que père et que père de famille et que voilà, il faisait plein de choses à la maison. Et après, il était de temps en temps, il est pas là, il était en tournée en train d'enregistrer à la maison. Après, il était quand même très présent puisque tout ce qu'il faisait, il produisait à la maison. Il enregistrait, il mixait, les répétitions c'était là, donc voilà, Puisque justement, en arrivant dans le Lot, une des premières choses qu'il a faites, c'est de créer un studio qui existe toujours, on en parlera un peu tout à l'heure, et donc tous ces albums ont été enregistrés là. Pas tous, mais en tout cas les 4-5 qui ont suivi l'achat de cette maison. Et oui, la première chose, c'est un studio pour mixer justement l'album de Blana qui avait été enregistré 2 ans auparavant dans le Nord, donc. Et il a mixé Blana et après il en a réalisé 3 ou 4 derrière. C'était quoi cette idée de monter un studio au-delà de s'affranchir un peu des contraintes des maisons de disques? C'était vraiment pour travailler le son, en avoir un qui lui était spécifique? Pour être maître de sa réalisation, de ses productions, rester complètement
son propre maître, et propriétaire aussi des bandes, parce que culturellement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de rester maître de sa production. Donc des éditions qui appartiennent toujours à la famille, pour le coup. Oui, à la famille, qui sont aussi en édition, en gestion par Paul Böcher, parce qu'il a toujours, depuis le début, il était chez Paul Böcher. Mais voilà, maintenant on a une grosse partie du catalogue qui est quand même dont nous sommes les propriétaires. Et donc compositions qui viennent d'être rééditées. C'est vrai qu'on assiste depuis 2-3 mois à un gros travail de réédition des albums avec pochette originale de la production de Nino Ferrer. Et c'est vrai qu'à l'écoute de ces productions, on s'aperçoit qu'effectivement la palette sonore et la palette que peut travailler Nino Ferrer dans ses compositions est assez large, entre ce que l'on peut qualifier de variété française, mais il va aussi chercher dans la bossa, dans le jazz, dans la soul. C'était vraiment quelqu'un qui était ouvert sur plein de musique. Ouais, qui a touché à plein de modes différents, et justement dans cette intégrale, ouais, on retrouve tous les albums, et en plus il y a quelques inédits, il y a des versions étrangères qui à l'époque ne sortaient qu'en single à l'étranger, mais étaient introuvables en France, et là on a retrouvé, d'après les multipistes que Universal a sauvegardées entièrement depuis le début, on est retombé sur des choses vraiment intéressantes. Des choses qui étaient sorties qu'en 45 tours. Voilà, on a cette intégrale, elle rassemble tous les enregistrements, que ce soit album, live, des titres inédits, des versions étrangères. C'est vrai qu'il a eu une vie de chanteur, il a aussi eu une vie assez multiple. En Italie, il a fait de la télé. Oui. Mais tout en faisant aussi de la musique et des tubes, comme Je veux être noir en Italie, c'est devenu un tube monstrueux. Et avec des rencontres assez fantastiques, on peut le retrouver sur un album d'Hugo Pratt, un des capitaines. Alors, il y a Sibérie dans le titre. C'est dans le Corto Maltese en Sibérie, voilà. Ouais, le capitaine, là, j'ai plus le nom. Moi non plus, mais voilà. Un des personnages de cette série, c'est lui. Une fête qu'a organisée mon père dans sa maison en région parisienne, donc je sais pas, c'était en 60, dans le début 70. Le thème Corto Maltese. Et il invite Hugo Pratt qui vient, et il passe une soirée extra, et du coup il garde une liaison d'amitié qui dure plusieurs années. Et en partant de cette soirée, Hugo Pratt lui dit écoute, je te mettrai dans une BD un jour. Ah bon, et voilà, la surprise. Et Corto Maltese en Sibérie, Nino Ferrer se retrouve comme capitaine de bateau. Ouais. L'expo là donc est montée, c'est monté avec un trio familial. Comment vous êtes un peu réparti le travail? C'est surtout mon frère donc qui a pris la scénographie donc Pierre Ferrari. Ouais. Et après c'est Kino, ma maman, qui garde tout à la maison. Il y a un côté très conservateur déjà, ça remonte depuis les parents de mon père aussi. Ma grand-mère, tout était préservé dans des boîtes, marqué, noté. Et du coup, voilà, ça semblait logique et normal de mettre tout ça en place, de raconter effectivement l'histoire de l'homme par ce qu'il représente vraiment, par la vérité. Et c'est vrai que là, des détails, il y en a. On voit des cahiers de mathématiques écrits en italien. Exactement, on peut complètement rentrer dans une chronologie de sa vie à travers toutes sortes d'objets assez fascinant, parce que très bien conservé, qui représente des époques aussi, des années. Il est quand même né en 1934, donc de 34 à 98, il y a un grand changement culturel. Comment est-il arrivé en France? Donc il est né en Italie. Il est né à Gênes en Italie, après il a passé 2 ans en Nouvelle-Calédonie, puis il est revenu en Italie jusqu'à l'école primaire, jusqu'à 10-11 ans, parce que je crois que justement il est il est arrivé en France réellement à 10-11 ans, et qu'il a justement subi un peu l'époque du racisme et tout. C'était pas simple à cette époque-là, l'héritage, avec la guerre et toute l'époque Mussolini et tout ça, c'était pas évident. L'arrivée en France, c'est une fuite du fascisme qui s'est fixé à ce moment-là en Italie, ou de causes économiques? Je ne sais pas exactement, ça je pourrais pas vous dire quelles sont, parce que je pense qu'il y avait sa mère était française, elle avait aussi cette volonté d'être à Paris, et voilà. Donc l'expo a commencé il y a déjà eu à peu près 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Avec beaucoup de monde. Les premiers retours que vous avez, c'est vrai que moi j'y suis allé 3 fois depuis qu'elle s'est ouverte, il y a un monde de fou. Ah oui, apparemment c'est quotidien, tous les jours, il y a beaucoup de monde, et c'est quoi, c'est un besoin de nostalgie? C'est vrai que on peut se demander pourquoi autant. C'est de la curiosité aussi, je sais pas, parce que Nino Ferrer, effectivement, il est étiqueté sur un certain registre, encore une fois, et là une expo qui lui est
honoré. Pourquoi ? Allons voir, allons fouiner. Et voilà, et les gens ressortent heureux, je pense, et satisfaits parce qu'il y a justement une richesse. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est pas inscrit dans le haut du panthéon de la chanson française, c'est vrai que quand on parle de chanson française, on parle plus Ferré, Gréco, ou quand on parle de la variété, ça va être plutôt Berger ou des gens comme ça. C'est vrai que finalement, à entendre les commentaires des gens qui regardent l'expo, il y a toujours des souvenirs qui sont rattachés à des chansons de Nino Ferrer. Bah oui, je pense que quand même, si ça fait partie du panthéon, que ce soit la chanson Le Sud ou La Maison près de la Fontaine, c'est dans le panthéon de la chanson française. Mais après, oui, c'est difficile d'identifier presque ces morceaux-là à Nino Ferrer. Le morceau qu'on va écouter en fin d'émission, donc une bossa, vous donnerez le titre, moi je vais me planter lamentablement. C'est vrai que justement ce morceau, tout le monde le connaît, on l'associe difficilement à Nino Ferrer, alors que ce refrain, tout le monde l'a entendu. Quoi, la Roi Madureira ? Voilà, je savais bien que vous le diriez parfaitement. Oui. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, on en reparle après. Donc, on vient d'écouter Arthur Ferrari, redites-nous le titre. La Roi Madureira. Donc, de Nino Ferrer, une chanson hyper triste. Moi, elle me faisait petit, elle me faisait littéralement pleurer chaque fois que je l'écoutais. Comment écrivait Nino Ferrer ? Rapidement, oui, assez très spontanément souvent. Enfin moi, toute la période où mais c'est pas que je le voyais franchement, mais bon, c'est ce qui transmettait en tout cas de sa façon de faire, que c'était très très spontané. Après, je sais pas, parce qu'il a vraiment eu des façons et des écoles différentes d'écrire. Parce qu'à l'époque des années 60, tout ça c'était quand même très joué sur les rythmes et en vers et tout. Après, il s'est mis à écrire plus en prose et tout, mais c'était quand même très spontané. Tout sortait très vite. Donc on va finir un peu sur l'exposition actuelle. Donc il y a un rez-de-chaussée avec plusieurs étages qui sont aussi occupés par... Oui, les coursives, les trois coursives. Sur les 3 étages, à chaque fois, il y a un thème. Il y a la première coursive, donc au second... premier qui traite la gravure, effectivement, c'est les dernières années de sa vie, là, il a travaillé la gravure, il a appris la gravure avec Caroline Bouillet, et il a fait un traité de la navigation qui est là exposé en première coursive. Après il y a toutes les, tout ce qui est écriture, partition, c'est des cahiers intimes et tout, sur la deuxième coursive, et la troisième c'est les pochettes d'albums, toutes les pochettes d'albums. Et en bas, il y a... En bas, il y a cette grande salle d'expo et de jardin qui est donc avec toutes ces vitrines, cette fresque chronologique de 11 mètres qui retrace la vie de Nino. À partir d'objets qu'il a utilisés. Avec tout qu'il a utilisé, fait, fabriqué. Et puis quelques costumes de scène qui sont absolument délicieux. Ouais, des costumes, des chaussures, le manteau de Corto Maltese, dans son capitaine Nino, justement, s'il est en Sibérie. Il y a aussi une boîte à images aussi dans le hall. Avant la salle d'exposition, il y a une grosse boîte blanche avec des images, des vidéos, des films qui, pareil, sont bourrés d'archives de famille des années 30, 40, 50, 60. Et après, il y a aussi plein de choses de Lina, des plateaux des années 60, des clips, des interventions et tout ça. Il y a une quinzaine de petits films qui tournent en boucle. En tout, il y a 45 minutes de films qui tournent. Voilà, donc tout ça visible à la médiathèque José Cabanis jusqu'au 16 février 2014, histoire de se replonger dans une époque révolue, celle des années 60-70, et qui retrace donc la carrière et l'œuvre de Nino Ferrer, qui n'était pas qu'un chanteur et qu'un musicien, mais qu'on découvre là aussi artiste complet, notamment avec donc toute cette partie un peu graphique que nous permet de découvrir cette exposition. Arthur Ferrari, merci d'être venu nous parler de cette exposition et de parler un peu de votre père. Et nous, on vous retrouvera dans cette même émission dans un mois où là, vous viendrez nous parler de votre production à vous, puisque vous avez sans doute chopé le virus familial. Vous aussi, vous composez, vous faites la chanson. Oui, ça y est, je sors mon premier disque de cette EP de 7 titres qui s'appelle Nuit qui dort. Voilà, mais enfin, ça fait bien longtemps qu'on vous voit sur des scènes quand même si c'est le premier album. Ça fait partie de ma vie, oui. Voilà, donc on se retrouvera dans un petit mois et vous viendrez nous parler de cet album. Avec plaisir. Au revoir.